téléspectateurs, bonsoir. Pour ce numéro de Génération Campus, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Valérie Padra, directrice technique du pôle ingénierie de la GEFMA. Bonsoir, Madame Padra. Nous recevons également Madame Shiba Bouaï, responsable événementiel et communication d'OpenSoft System. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Nous recevons pour la première fois Monsieur Mathieu Pierre, notre nouveau chroniqueur qui est étudiant mais aussi animateur radio. On verra un petit peu ça après. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va? Ça va, tranquille. Nous recevons, on ne le présente plus, Philippe Saint-Cyr, notre juriste qui nous donne régulièrement son regard sur la société. Bonsoir Philippe. Bonsoir Corinne. Je sais que tu as plein de questions à poser aujourd'hui et ce sera tout de suite après ce jingle société. Jingle. Philippe, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Oui, je voudrais saluer le nouveau chroniqueur que je connais particulièrement, n'est-ce pas? Puisqu'il est à Campus FM 105.5 et un excellent professionnel au niveau de la radio. Je tiens à l'en féliciter là publiquement. Bravo. Il va vous montrer, n'est-ce pas, ses qualités, croyez-moi. Bon, oui, Corinne, là, tu vas m'aider. Tu vas m'aider parce que j'ai des problèmes. Le mois de mai, oui, tu vas voir pourquoi. Le mois de mai me pose problème. Non pas parce que c'est un mois, n'est-ce pas, où on travaille d'une façon très particulière, mais sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Bon. Moi, je suis juriste, hein. Jour férié, jour chômé, jour ouvré, fête légale. Ce sont des concepts qui sont évolutifs. Alors, Première observation, effectivement, chaque territoire a sa journée de commémoration, ce qui est tout à fait normal. C'était le 22 mai pour la Martinique, la Guadeloupe c'est le 27 mai, tout à fait, et moi je trouve tout à fait normal, et c'est important, n'est-ce pas, que territorialement ça existe. Alors c'est une journée de commémoration. Jour férié, jour chômé, je n'aborde pas la question là. Et puis, il y a la journée nationale de commémoration, le 10 mai, n'est-ce pas? Abolition de l'esclavage, et effectivement, formation, esclavage, crime contre l'humanité. Bien. Ok. Jour qui n'est pas férié. Non, ce n'est... Alors, attention. Le jour férié, c'est un jour de commémoration de fêtes civiles ou de fêtes religieuses. Okay. Mais le jour férié n'est pas nécessairement le jour chômé. D'accord. Le jour chômé, il y a suspension de travail. D'accord. Le seul jour béni où tout se conjugue, c'est le 1er mai, qui est un jour férié, un jour chômé et un jour payé. Payé, c'est le seul, d'accord. Bon, alors je continue mes interrogations. Donc là, ça va, je comprends à peu près. Mais il y a un élément qui me perturbe, c'est, j'ai entendu, donc le 23 mai, il y a eu une manifestation à Paris, bien ça, à Place de la République, et j'ai entendu mon collègue et ami Romana dire le 23 mai, c'est une date importante. Alors, oui, j'entends. Parce que c'est une journée qui est consacrée aux victimes de ce crime contre l'humanité. Et pourquoi le 23 ? Le 23, c'est le lendemain du 22. Le 22 mai, c'est l'abolition Martinique. Le 23 mai, c'est l'arrêté gubernatorial Rostolan qui a effectivement supprimé l'esclavage consécutivement aux opérations du 22 mai. Et j'avoue que là, Vous pensez en gros, Philippe, que c'est une journée, j'allais dire en trop ? Ah non.
Comment pourrais-je penser Peut-être que certains esprits peuvent le penser de cette façon-là. Non, je me pose des questions tout à fait désintéressées. Alors, ce qui m'amène à parler, bien sûr, à poser la problématique, on en avait parlé, Mathieu, de la réparation. Alors, loi mémorielle, crime contre l'humanité, donc il y a les auteurs du crime et il y a les victimes. Bon. Ces crimes s'est perpétué sur plusieurs dizaines d'années, sinon centaines d'années. Donc il y a eu des auteurs, plusieurs auteurs, des descendants d'auteurs, des victimes, d'autres victimes et des descendants de victimes. Alors ce que je veux dire, autant je conçois effectivement, logiquement en tant que juriste, la logique d'une réparation. Il y a un mouvement international que vous connaissez bien avec mon ami Garcin Malsa pour la réparation, un mouvement international, le MIRM. Bon, je conçois la logique. Mais il est bien évident qu'au niveau individuel, c'est pas possible. Vous allez retrouver les auteurs ou les descendants d'auteurs sur plusieurs siècles, les victimes. Et qu'est-ce que vous allez donner aux victimes? Des parcelles de terre? Donc je pense qu'on va nécessairement aller vers une réparation publique. C'est-à-dire, on va considérer qu'il y a eu effectivement un frein au développement à l'humanité et que par conséquent, il faut aider ces collectivités à se développer. Et je pense que c'est dans ce sens-là que l'on ira. En gros, selon vous, Philippe, il faut aller au-delà de la position victimaire, en fait. Il faut aller... je pense, oui. Au-delà de ça. Enfin, et puis je vais terminer par une remarque. C'est... un ami qui me disait ça, il a un jardinier qui travaille donc de ses propres mains et on lui demande mais qu'est-ce que vous pensez de l'abolition de l'esclavage, de ces commémorations? Moi, si pas de l'esclavage, on va te gagner là. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, je ne serais pas là où je suis maintenant. Je termine. Vous pensez ce que vous voulez, mais ça veut dire plusieurs choses à la fois. Ok? Bon, j'ai terminé. De toute façon, selon les questions que je me pose. Je vous pose une dernière question. Ça, je sais déjà la question que va me poser. Oui. Le fameux 23 mai, vous êtes pour ou contre? Pour le 23 mai? Oui. J'ai pas dit que j'essaie de comprendre. Alors, je ne sais pas, s'il y a des journées de commémoration, ok? Abolition de l'esclavage, libération, ok. Mais alors, en quoi il peut y avoir une journée spécifique aux victimes? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique. Peut-être que vous avez des réponses. Mais, bon, et pourquoi le 23 mai? Pourquoi le 23 mai? Qui est une date qui me semble être définie territorialement. Non, ce serait intéressant que comment s'appelle cette commission-là, commémoration de l'esclavage, qui était dirigée par notre collègue Vergès et qui a été remplacée par Cotias, Myriam Cotias. Ah oui, pour le comité. Donc il serait bon d'interroger, de voir ce que ça peut signifier. Ouais. Ce sont des questions tout à fait naïves que je pose en tant que modeste Martiniquais, largement dépassé par les événements. Alors, merci Philippe, en tout cas, pour cette rubrique. Nous poursuivons avec Madame Shiba Bouaï d'Open Soft System, qui nous parlera d'un événement important qui aura lieu très bientôt, le 4 et 5 juin, c'est ça? 5 et 6 juin. Le 5 et 6 juin, voilà. Oui. Vendredi 5 et samedi 6 juin, le congrès de Madiana. Voilà, c'est le salon de la formation professionnelle, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, c'est le salon maintenant de la formation. Initialement, c'était le salon de la formation professionnelle, mais depuis à peu près 6 ans, il a évolué et il est aujourd'hui le salon de la formation et de toutes les formations. D'accord, donc on concentre tout type de formation. C'est ça, donc on peut trouver des formations initiales, formations continues, formations professionnelles, des grandes écoles également. Vraiment, ça répond à un besoin plus large que celui simplement de ceux qui cherchent à trouver une formation, une voie professionnelle en tout cas. Alors j'allais vous poser la question, qui a mis en place ce salon et pourquoi? Alors c'est un salon qui est organisé par Open Soft System depuis maintenant 15 ans. Donc c'est la 15e édition. Depuis quelques années, 8 ans à peu près, le conseil régional s'est allié à l'organisation en partie du salon. Donc est présent sur le salon et prend part également, en convient notamment ses satellites, les missions locales
qui sont présentes sur le salon pour apporter une certaine plus-value. Donc je vais vous en parler, notamment les job dating qui se font sur place, des conférences également pour permettre de présenter toute l'offre en termes de formation en Martinique. Voilà, donc ils apportent une aide en tout cas supplémentaire qui permet aux Martiniquais jeunes et moins jeunes de se retrouver dans ce domaine assez compliqué qu'est la formation. Alors le job dating justement, est-ce que ça fonctionne ici en Martinique? Alors, donc c'est un job dating qui est très cadré, puisqu'il concerne les jeunes des missions locales et les recrutements des entreprises se font par les missions locales également. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, parce que des gens comme Philippe qui adorent les expressions anglaises. Qu'est-ce que le job dating? Tout à fait, c'est vrai qu'on est une génération qui maîtrise tout. Voilà. Alors, je vais reprendre depuis la genèse. Déjà, l'idée c'était de lier forcément, de montrer le lien étroit entre formation et emploi. Donc, après une formation, on propose aux jeunes qui sont inscrits aux missions locales de venir sur le salon et de rencontrer en fait des employeurs qui ont des offres à pourvoir. Donc, le job dating, c'est un entretien accéléré, voilà, qui permet à un maximum de jeunes en un minimum de temps de rencontrer des employeurs. Job dating, alors job comme job en anglais, et dating c'est D-A-T-I-N-G, voilà, comme update, voilà, un rendez-vous. Voilà, c'est un rendez-vous pour un job. À la base, c'était pour rencontrer les amoureux. Son âme sœur, voilà. Là, c'est pour son employeur, non, ce n'est pas très éloigné. Voilà. Je me cultive. D'accord. Donc, c'est un des aspects du salon qui est assez intéressant, puisque l'année dernière, par exemple, il y a plus d'une centaine de promesses de contrats qui ont été engagées sur ce salon, voilà, avec près de 350 rendez-vous. Donc, voilà, c'est un aspect du salon qui est très porteur, qui est intéressant. Et donc, parallèlement, on a donc une trentaine d'exposants qui vont présenter leurs offres en termes de formation. Alors ça, on va le voir tout à l'heure. Vous avez parlé de conférences. Et des conférences. Alors, donc, encore une fois, la région porte avec nous ce concept de conférences. Donc, ce sont des conférences qui permettent de mettre l'accent sur les métiers qui sont porteurs, pour expliquer aux jeunes notamment quels sont les métiers par rapport à la conjoncture, par rapport au développement de la Martinique qui peuvent être intéressants, et dans quelle voie, donc les aider notamment à s'orienter dans une voie plutôt qu'une autre. Il y a des conférences un peu plus générales sur la politique en Martinique qui est menée pour la formation. Et puis des conférences un peu plus spécifiques comme les métiers par exemple que le RSMA propose en Martinique. Voilà. On a une conférence intéressante sur les nouvelles technologies, voilà. Donc ce sont des conférences comme celle-là. Et puis Madame Padra va présenter également un certain nombre de rendez-vous intéressants que je vais la laisser développer. Alors, on va revenir sur ce salon dans quelques minutes. Nous poursuivons avec la rubrique découverte de Mathieu Pierre, Jingle découverte. Alors Mathieu, mon petit doigt me dit qu'on va partir à Cannes. Je sais pas, non? On va pas sur la côte là? Oui, on va aller sur la Croisette, la plage, le luxe, voilà, du tapis rouge. On va partir au Festival de Cannes. C'est complètement hors de toutes les thématiques, mais ça reste quand même un rendez-vous, l'un des plus grands rendez-vous, ce n'est pas le plus grand rendez-vous cinématographique qu'il existe dans le monde. Avant de partir à Cannes tel que nous connaissons, nous allons partir à Cannes tel que nous l'avons connu. Une fois que je vais... Voilà. Alors, il faut savoir que le Festival de Cannes était normalement prévu depuis 1939. Mais, on connaît bien, 1939-45, c'était Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, obligé de tout reporter, de se repréparer. Donc, c'était sous la présidence de Louis Lumière. Et c'est finalement en 1946, le 27 septembre exactement, que le Festival de Cannes, première édition, s'est déroulé. Donc, juste après la guerre. Voilà, juste après la guerre. C'était histoire de tout remettre en place et de vraiment redémarrer une vie nouvelle en Europe. Alors, il faut savoir qu'au début, c'était exclusivement réservé en Europe, car on sait qu'à l'époque,
les budgets cinématographiques étaient extrêmement importants et que peu de personnes pouvaient faire des films. Donc, d'ici jusqu'à 1952, il y a eu très peu donc, de prix qui sont décernés. Il faut savoir qu'une dizaine de films y étaient présentés et que généralement, tous les films repartaient avec un prix. Ah. Autre chose que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avant le Festival de Cannes était, je me pointe directement vers notre juriste, était une association loi 1901 à l'époque et qui était donc gérée par un conseil d'administration. Et depuis 1972, ce conseil d'administration est devenu une entité d'utilité publique. Ça a été fait en 1972. Alors, comme je vous le disais, les premières éditions du festival étaient d'abord un événement mondain où tous les films repartaient quasiment avec des titres, mais au fur et à mesure, notamment au niveau des années 50, il y a eu une accélération, un boom, car de grosses célébrités telles que Kirk Douglas, Grace Kelly, Brigitte Bardot ou encore le grand Alain Delon ont permis à cet événement de devenir un événement extrêmement populaire, voilà, mondial, voire international. Autre fait aussi à savoir, c'était en 1955 a été décerné pour la première fois la Palme d'Or. Il faut savoir que la Palme d'Or n'était pas le trophée suprême en fait du festival, c'était le Grand Prix. Ce Grand Prix qui à l'époque était donc destiné au meilleur film en compétition et qui est devenu la Palme d'Or, mais le Grand Prix quant à lui reste dans la liste des trophées et juste en dessous de la Palme d'Or. Alors, à quoi sert le festival ? À part se pavaner, montrer des nouvelles robes de Kératis ou des coiffures complètement. Des robes qui tombent pour certains. Voilà, des chutes et tout. Le but du festival, avant tout, est d'encourager le développement de l'art cinématographique sous toutes ses formes et à créer et maintenir un esprit de collaboration entre tous les pays producteurs de films. Il faut savoir que ce texte a été rédigé en 1948, c'est le règlement officiel qu'on peut trouver sur le site du Festival de Cannes et qui montre bien le but du comité, de l'ancien conseil d'administration, de vouloir reformer les pays et de partir sur de nouvelles bases juste après cette guerre mondiale. Alors, justement, dans les années 60, en marge de la sélection, 2 sélections indépendantes voient le jour. C'est la Semaine internationale de la critique en 62 et la quinzaine de réalisateurs. Qui a démarré en 69. Jusqu'en 72, les films pouvaient prétendre à la sélection de leur pays d'origine, mais après, le festival a affirmé son indépendance en devenant le seul décisionnaire des sélections de films. D'accord. Donc, ils ont un petit peu pris le pouvoir. Donc, jusqu'à 97-98, Gilles Jacob crée la Ciné Fondation. La Ciné Fondation qui est donc une sélection de courts et de moyens métrages d'écoles de cinéma du monde entier. On sait que cette année encore récemment, au Palais des Congrès de Madiana, il y a eu le festival de courts métrages. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a des Antillais qui, j'aimerais bien se retrouver à Cannes ? Alors, pas juste pour parader, mais pour présenter des films. On va justement revenir à la sélection des films qu'il y a eu cette année, qui a eu d'énormes grands prix. Oui. Alors, et en 2007, donc, il y a eu les 60 ans du Festival de Cannes, où il y a eu, comme on dit, une brochette. Les 33 plus grands réalisateurs du monde entier sont donc réunis pour cet événement, en faisant le projet Chacun son cinéma, c'est-à-dire 33 réalisateurs qui faisaient 3 minutes de film, et au bout, ça faisait un long film, un court-métrage de 33 réalisateurs. Alors, où est-ce que j'en étais ? Réalisateur, voilà. On y arrive. Donc, inauguré en 2000, il y a eu aussi le Village International qui a vu le jour grâce au Festival de Cannes qui récompense les cinématographies internationales sur 12 pays et compte 14 pavillons. Cette année, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, il reçoit plus de 60 pays dans 65 pavillons aménagés dans les grands hôtels de luxe qui sont autour du palais. Alors cette année c'était la 68e édition qui a vu beaucoup de larmes et beaucoup de joie. Alors la Palme d'Or, celle que tout le monde attend, tout le monde voulait, c'est le film Dipan de Jacques Audiard qui a reçu beaucoup d'ovations. L'autre film aussi qui a reçu énormément d'ovations, c'est le film de Vincent Lindon qui est prix d'interprétation masculine dans La Loi du marché, un film qui est extrêmement recommandé par
le jury. C'est l'histoire d'un chômeur, c'est ça? Voilà, l'histoire d'un chômeur qui, petit à petit, essaie de se réinsérer. Et ça reflète extrêmement la réalité. Et... il faudra qu'il aille sur le salon, de la formation pour témoigner. Non, on essaye de faire les ponts. Qui retrace donc la vie d'un chômeur qui essaie de se réintégrer à la vie active et qui montre que c'est extrêmement difficile. Film qui a eu aussi la plus grande ovation avec 9 minutes 50 d'applaudissements après les films et qui lui a tiré les larmes après 65 ans avant sa première montée. Autre prix, le prix d'interprétation féminine qui a été remis ex aequo avec Rooney Mara dans Carole et Emmanuel Berco dans Mon Roi, qui sont 2 films extrêmement beaux, extrêmement émouvants, qui sont conseillés par le jury. Voilà, ça c'est globalement le Festival de Cannes tel que nous le connaissons, qui représente donc la culture cinématographique, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule culture qui est attendue à Cannes. Parce qu'on peut se poser la question, lequel est le plus important? Les films ou avant les films? Parce qu'on a surtout remarqué que ce qui attire le plus de regards, c'est la fameuse montée des marches, ce fameux tapis rouge. Le tapis rouge qui... C'est l'aspect people. Voilà. Il faut le dire, parce que le Festival de Cannes n'est pas seulement de ce côté culturel, mais il y a aussi le côté culturel et surtout le côté culturel des jeunes, à savoir si telle personne est encore avec telle personne, si les One Direction sont toujours ensemble. Voilà, ça reste de l'information, réseaux sociaux, comme on dit. Un point justement réseaux sociaux, il faut savoir que donc, le hashtag Cannes 2005 a réuni plus de 1,57 milliards de tweets. Ah oui, quand même. Qui fait l'un des événements avec le Super Bowl les plus tweetés de cette année 2015. D'accord. Et le petit mot, parce que le Festival de Cannes ne rime jamais sans polémique, cette année il n'y a eu aucune polémique sauf une histoire de talons. Parce qu'on aurait interdit à certains acteurs, actrices, même réalisatrices, de ne pas pouvoir assister aux projections parce qu'elles n'avaient pas de talons. Waouh. Alors le président le délégué... c'est quand même extraordinaire. Alors si je voulais venir en chaussures plates, je n'aurais pas pu monter les... Vous n'auriez pas pu. Alors, Thierry Frémaux, qui est le délégué général du festival, s'est exprimé sur Twitter en disant qu'il a admis un petit moment de zèle de la part de G.D. Vigile et a présenté ses excuses au nom de tout le comité. Quand même. Ça va la rassurer. Voilà, c'était le point Cannes. Merci Mathieu pour cette rubrique. Mathieu, vous êtes aussi animateur sur la radio Campus FM. Alors, comment ça se passe? Quelle émission animez-vous? Alors, comment on aimerait plus davantage vous connaître? 105.5. Il l'a dit. Alors, Campus FM, qui est donc une radio étudiante qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, me semble-t-il. Monsieur Sassier me le confirme. Et qui est donc depuis 2009 gérée par les étudiants et exclusivement par les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants, ils se réunissent, ils font donc la plage des émissions, les programmes, choisissent les playlists et ça s'assure de l'entretien du local, que le local vit et que la radio vive avec elle. Alors j'entends Madame Padra qui disait qu'elle trouve ça bien. Alors on est l'une des rares... C'est formateur. Et c'est pour ça qu'on promouvoit l'Université des Antilles. Nous sommes l'une des rares universités à pouvoir posséder une radio qui soit à 100% au profit de l'étudiant. Je voudrais apporter des précisions, c'est important. Mais effectivement, ce sont des choses qui sont difficiles. La radio a une structuration d'association où il y a les responsables de l'autorité universitaire, et puis il y a des étudiants et des enseignants. Et à un moment donné, effectivement, on a été plusieurs à dire qu'il faut nommer à la tête de la radio un étudiant. Bon, donc le président de la radio, c'est un étudiant. Bon. Mais je peux faire un petit aveu, c'était pas, vous connaissez le monde de l'université, nous le connaissons, c'est le monde où règne la liberté, l'intelligence, dit-on. Bon. Et j'avoue que pour arriver à ce résultat-là, il y a eu pas mal de difficultés
Nous l'avons fait, ça m'a valu moi, quelques petits problèmes avec des collègues, mais à l'heure actuelle, je certifie que la radio, elle est absolument organisée par les étudiants, sous leur contrôle, en leur donnant un coup de main, bien sûr, mais c'est leur affaire, les programmes, et j'avoue que c'est très bien géré. Oui, justement, c'est quand même de grosses responsabilités. Alors, trop de rap pour c'est pas moi qui dis ça. Non, alors, c'est quand même une responsabilité énorme. Vous arrivez à gérer tous les jours, ça va ou Oui, ça va, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a les études et que les études sont prioritaires avant tout. Oui. Donc, nous nous chargeons en priorité de nos études. Oui. Et une fois que les cours sont terminés, que les devoirs sont faits, on dira ça comme ça, on va à la radio et on s'occupe donc des programmes, de la police. C'est vraiment beaucoup de responsabilités, mais avec de l'organisation, on y arrive. Alors, j'ai ouï dire que vous présentez un journal, j'allais dire quotidiennement. Alors oui, c'est donc du lundi au vendredi à midi et demi. Ouais. Ça s'appelle le 12-30, très sobre. Et donc c'est l'actualité de la mi-journée avec tous mes chroniqueurs que je salue, qui sont tous là. Et donc... Pardon ? Vous êtes combien ? Notre équipe est à 11. Ah, quand même, ouais. 11, donc voilà, donc on se réunit une heure, une demi-heure avant l'émission, on gère l'actu, on voit ce qu'on parle pas, on voit la régie, tout ça, préparer technique. Et après, on se lance, c'est 45 minutes d'actualité avec de tout, l'actualité du sport, du monde, people, presse, on a des invités. C'est un journal très dynamique, hein, ça je confirme. Donc vous avez été invité. voilà, c'est un journal très dynamique. Juste une petite précision, saluer nos amis du RCI. Qui nous aident et qui nous permettent, avec le matériel, de pouvoir... Voilà, ils nous ont, entre guillemets, hébergés, quel est le terme exact ? Ils nous parrainent. Oui, absolument. Voilà. On va vers une convention, mais dès qu'il y a un souci, ils ont déjà intervenu à plusieurs reprises. Voilà, et grâce à eux, on avance énormément. Et ça crée des vocations. Oui. Ah oui, alors, il faut savoir que moi, je suis de nature extrêmement timide et jamais je me serais vu faire de la radio. Oui, mine de rien. Et que donc, voilà, en arrivant à la radio, ça m'a permis de vaincre ma timidité, ça m'a permis de mûrir, d'acquérir énormément d'expérience professionnelle. Et il faut savoir que c'est grâce à la radio qu'à l'actuel, je m'en sors dans mes études. Quelle discipline as-tu choisi ? Alors, je suis... la discipline, oui, effectivement, je suis en licence informatique. Licence informatique. Informatique. Oui. D'accord. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Le 30 avril dernier ont eu lieu les assises régionales de la formation consacrées à la mise en œuvre de l'habilitation OFE. Alors comment ça s'est passé ? L'équipe de Zouk TV y était. Reportage. Hey. I'm right in the front, you did. Il y a quelques jours s'est tenu l'acte 6 des premières assises de la formation. L'objectif de cette rencontre était la mise en œuvre de l'habilitation orientation formation emploi. Avec l'appui de la GEFMA, a été présenté aux professionnels du secteur les contours de l'établissement public orientation formation emploi. Cet établissement devrait permettre l'élaboration d'une stratégie renouvelée de développement de la formation professionnelle avec l'ensemble des acteurs de terrain. Il s'agit de mettre en œuvre la réforme qui a été votée au Parlement l'année dernière et qui concerne la Martinique par ce qu'on appelle une habilitation. Une habilitation, qu'est-ce que c'est ? Avec cette habilitation, le Conseil régional de la Martinique peut intervenir dans le domaine de la loi ou du règlement. En quelque sorte, nous avons la possibilité de modifier ce qui est applicable ici à la Martinique en matière de formation. C'est-à-dire que ça participe de la mise en œuvre de notre projet politique. On a fait la même chose sur l'énergie, sur le transport, mais là nous disons, nous voulons que les Martiniquais puissent modifier les règles du jeu applicables à la formation professionnelle ici à la Martinique. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la dernière étape de cette démarche, puisqu'il s'agit de partager avec l'ensemble de partenaires la création d'un établissement public qui va accueillir les compétences qui étaient portées par la région en matière de formation professionnelle. Donc c'est une évolution majeure qui nécessite une bonne information, une bonne communication pour qu'on anticipe sur tous les sujets qui seront de nature à poser problème. En cette période de crise qui touche l'emploi, cet établissement devrait proposer une réponse cohérente et unique en matière de formation, d'emploi et d'orientation. Je vais...
Merci à l'équipe de Zouk TV pour ce reportage. Nous restons toujours dans le monde de la formation et nous retournons au salon de la formation professionnelle qui aura lieu bientôt. Alors, j'ai bien compris, la GEFMA participera à ce salon. Comme chaque année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Madame Padra? Tout à fait. Donc, dans nos missions de veille et puis d'information sur les dispositifs de formation, sur le monde de formation, donc nous avons voulu profiter justement de ce salon, cette édition 2015, pour valoriser un dispositif, le compte personnel de formation. On en parle beaucoup en ce moment. Donc, il y a différentes manifestations qui vont être organisées dans ce cadre-là, en amont du salon, pour les professionnels, les organismes de formation le mercredi matin, de 9h à midi à l'Institut martiniquais du sport, et également pour les professionnels du service public, le futur service public régional de l'orientation, les professionnels de l'orientation, disons, le jeudi matin au Palais des Congrès. Donc nous avons saisi cette opportunité et avons sollicité un consultant de la DGEFP. Alors DGEFP, encore un terme un peu barbare, c'est tout simplement la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle, c'est le ministère. Donc elle fait partie, donc Madame Baucher, elle fait partie en fait de l'équipe projet national qui a travaillé en fait sur le compte personnel de formation. Donc elle sera là pour animer ces 2 premières conférences en amont du salon et elle sera là également pendant le salon, puisqu'elle va animer des mini-conférences. Vous allez, je pense, donner, je ne sais pas si je donne tout de suite les rendez-vous. Donc il y a deux mini-conférences, le vendredi et le samedi. Et puis elle va également tenir un stand tout au long de ce salon pour informer, donc donner des informations pratiques, tout ce qui est pragmatique, et puis également permettre à tout un chacun d'ouvrir son compte personnel de formation. D'accord. Puisque en fait il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore ouvert leur compte. Donc il y a un accompagnement. Il y aura un accompagnement, il y aura des conseils, il y aura des ordinateurs, voilà. Et donc il faudra venir bien sûr avec son numéro de sécurité sociale, un certain nombre parce qu'en fait il y a un certain nombre de prérequis quand même pour ouvrir son compte, et on va le préciser assez rapidement. Alors, quels sont les autres participants de ce salon? Alors, on ne va peut-être pas tous les nommer puisqu'on a une trentaine d'exposants sur le salon, oui. Mais on peut citer par contre nos partenaires que l'on remercie. Donc, c'est le RSMA qui est là depuis des années, qui emmène en plus avec lui des jeunes qui sont en formation. Donc, ils assurent notamment l'accueil sur le salon, la sécurité. Donc, ce sont des métiers qu'on peut voir sur le salon en exercice. On a également l'Institut privé des études supérieures de la Martinique, IPES, qui est partenaire cette année. Et puis le dernier partenaire qui est donc, j'ai un petit trou, c'est l'AMEP CFA BTP, qui est là avec nous depuis près d'une dizaine d'années. Ils sont chaque année présents sur le salon pour présenter leur formation. Voilà. Donc autour de ces 3 partenaires, on a le conseil régional, comme je l'ai dit, qui nous accompagne, et donc une trentaine d'exposants qui vont présenter en tout cas l'offre en Martinique. Alors, quelles sont les difficultés à mettre en place ce type de salon? Parce qu'il y a quand même une trentaine de participants, c'est quand même un gros salon. Quel type de difficultés on rencontre à mettre ce type de salon en place en fait? Alors on va être honnête, aujourd'hui il n'y a plus de difficultés. C'est la 15e édition. Donc c'est un salon fait les yeux fermés. Voilà. C'est un salon qui roule facilement, qui attire du monde, puisque le besoin est clair, les cibles sont identifiées. Donc les exposants sont très naturellement attirés par ce genre de rendez-vous. Voilà. Donc c'est un salon qui est assez facile. Donc chaque année, par contre, on essaie d'innover, de proposer plus de choses. Cette année, avec les CFA, on va mettre en place des démonstrations de métiers. Donc des métiers en exercice. On aura par exemple une démonstration d'édition d'un mur végétal, d'édification d'un mur végétal. Ça c'est chouette ça. Voilà, c'est bien venu voir comment faire. On aura des démonstrations de services en salle, d'esthétique, coiffure, voilà, des métiers qui sont enseignés ici en Martinique et que les jeunes vont présenter eux-mêmes. On va également, avec les CFA, donner la parole aux anciens apprentis qui sont aujourd'hui des professionnels et qui vont témoigner de leur parcours
dans leurs études et ensuite. Voilà. Mathieu, vous irez à ce salon? Oui, moi je sais que j'irai, justement parce qu'il y a un petit moment de cela, j'étais à une réunion de formation et que oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément de savoir parce que malgré le fait que je suis bien dans ma licence, je pense effectivement à si jamais. Et effectivement, j'y ai assisté l'an dernier, un salon que j'ai trouvé extrêmement bien organisé. On trouve en fait ce qu'on veut et ça nous aide à avancer, surtout pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont arrêté leurs études, ceux qui veulent reprendre, ceux qui veulent se reconvertir, évidemment. Et non, je pense, moi j'irai. Moi je sais que j'irai et que beaucoup d'étudiants iront aussi. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Padra, sur non, ça va tout simplement effectivement dire que ce salon, effectivement, il s'adresse au grand public. C'est ce que je veux dire, que c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on avait un public assez jeune qui est en recherche de formation pour atteindre une voie professionnelle. Mais de plus en plus, on a un public beaucoup plus âgé, des personnes qui sont déjà en emploi, qui sont déjà des salariés et qui souhaitent simplement soit compléter leur formation, puisque aujourd'hui c'est tout à fait possible, on ne reste plus dans un même domaine pendant 25-30 ans. Donc ils soit complètent leur formation ou carrément qui décident de changer du jour au lendemain, enfin pas au contraire, il faut que ce soit un projet réfléchi pour être abouti et donc on a un public qui cherche à se reconvertir et à découvrir de nouvelles formations. Est-ce que ça attire les seniors? Parce qu'on sait que ça attire les jeunes, on sait que ça attire les moins jeunes. Mais est-ce que ça... Regarde-moi, j'ai largement dépassé l'âge des seniors. Est-ce que ça attire les seniors? Ben non, c'est pour que Philippe, j'essaie de me pousser. Non, je pense pas y aller en fait, c'est ça. Je pense que le Conservatoire national des arts et métiers. Voilà, c'est ce que j'allais dire, sans vouloir les nommer forcément, mais. Voilà, le Conservatoire national. Vous risquez, Philippe, alors. L'organisme sera là. Voilà, donc même pour les seniors, ce salon s'adresse également aux seniors qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences pour soit pour avoir une nouvelle activité, pour compléter le revenu, pourquoi pas, ou simplement pour s'occuper. Oui, dont acte. C'est-à-dire que pour compléter en fait tout ce qui a été dit, je dirais vive l'orientation et la formation tout au long de la vie, parce que c'est vraiment ça. Exactement. Alors c'est déjà la fin de notre émission et je propose que l'on fasse un petit tour de table comme d'habitude. On commence par vous, Philippe. Ah bon. Non, je voudrais revenir sur la radio et l'association Campus Communication et je voudrais dire combien je suis admiratif, n'est-ce pas, de l'organisation des étudiants. Vous savez, souvent certains des seniors un peu dépassés, on croit toujours que les jeunes doivent avoir un guide, ils doivent avoir certains repères. Mais lorsqu'on les considère comme étant responsables, qu'on leur donne les responsabilités, croyez-moi, ils en prennent conscience et je trouve que l'organisation de la radio telle qu'elle existe maintenant, véritablement, c'est un modèle. On n'a pas eu de problème, tout marche bien. Bon, on trappe, voilà, il faut même que le CSA nous a envoyé du gifle. Bon, c'est pas grave. Mais je veux dire qu'il faut voir ça, comment ils s'organisent. C'est impeccablement tenu. Là, il gère. Celui-là, lorsqu'il est technicien, attention, allez-y. Il faut respecter, n'est-ce pas, les horaires. Chapeau et bravo, c'est vraiment une belle expérience. Le message est passé, Madame Padra. Oui, moi je dis que c'est intéressant justement de donner aux jeunes justement des opportunités, de dévoiler leurs talents et de découvrir cette mine d'or en fait qui est en eux et qui peut leur permettre d'évoluer, de rebondir par la suite. Madame Boile. Alors, moi j'invite tout le monde à venir au salon de la formation pour confirmer également les choix qui vont être faits. Donc voilà, c'est un salon qui s'adresse à tout le monde et qui est extrêmement intéressant en termes d'offres et de propositions. Monsieur Pierre.
Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je vais le faire. Je remercie toutes celles et tous ceux qui se battent tous les jours, toutes les associations du campus, les associations étudiantes. Oui, parce qu'il y a plusieurs associations étudiantes. Il y a Kazé, il y a les Spartiates, une nouvelle association sportive, il y a Campuscom, tel que nous la connaissons. Donc ça bouge, hein. Voilà, nous sommes des étudiants, nous sommes là, il faut nous faire confiance, on tente, on fait le maximum pour dynamiser le campus, pour rendre la vie étudiante meilleure. La vie étudiante, ce n'est pas que rester à des cours ou encore rester dans sa chambre à travailler. Il y a des choses qui sont faites en fait pour vous libérer, pouvoir vous relâcher, vous défouler, vous détendre. Donc pour ça, je remercie tous ceux qui se sont battus pour que les associations étudiantes existent telles qu'elles sont. Et je vous invite tous à intégrer une association étudiante parce que c'est une expérience unique. Moi, je l'ai vécue. Je suis sorti de mon petit trou à aller en cours, rentrer chez moi, et ça m'a permis en fait de grandir, de mûrir et de rencontrer du monde, d'échanger. Voilà, c'est quelque chose de superbe et d'affiner mon talent pour l'informatique. Voilà. Alors c'est sur ces mots que nous achèverons cette émission. Alors au mois de juin, ce sont les examens, hein. Alors on souhaite bonne chance à tous ceux qui passent des examens. Une pensée pour les étudiants justement, en particulier ceux qui passent les épreuves de rattrapage, PLISFOS. Je profite pour faire un coucou à tous les formateurs, enseignants qui accompagnent élèves, étudiants, stagiaires durant toute une année, hein, pour leur permettre justement de progresser. Merci à vous. Je salue également les étudiants de Campus Communication qui bossent dur, hein, pour faire évoluer la radio Campus FM. N'oubliez pas d'aller bien sûr au salon de la formation qui aura lieu le 5 et le 6 juin prochain au palais. C'est ça, oui, au palais des congrès. J'ai un doute. Au palais des congrès de Madiana. Merci à nos invités, Madame Valérie Padra de la GEFMA, Madame Shiba Bouaï de l'Open Soft System, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à nos deux chroniqueurs, Mathieu Pierre et Philippe Saint-Cyr. Merci à Zouk TV et Sirotage pour la réalisation de cette émission. Un gros bisou à tous nos téléspectateurs de Martinique, Guadeloupe, Guyane, allez, du monde entier. Restez branchés sur Zouk TV, chers téléspectateurs. Je vous donne quant à moi rendez-vous au prochain numéro de Génération Campus. Et c'est bien sûr sur Zouk TV, un autre soleil.